Le jour où elle a rendu son badge à un colonel qui signait déjà autre chose, il lui restait 2 300 € d'économie et une lettre d'un notaire qu'elle n'avait pas encore osé ouvrir. Son chien l'attendait dans le parking, assis contre la roue avant de la voiture. Il n'a pas bougé quand elle est arrivée. Il a juste levé les yeux vers elle et ça suffisait. On lui a laissé en héritage un garage de pierre au bout d'un chemin de terre, des caisses d'outils rouillées et le silence d'un grand-père mort trop tôt pour lui expliquer pourquoi. De la ferraille et des poussières, aurait pu dire n'importe qui. Rien qui vaille le déplacement. Mais sous une bâche que personne n'avait soulevée depuis des années, son chien a gratté le sol jusqu'à ce qu'elle regarde vraiment. Et ce qu'elle a découvert dans ce garage froid de novembre n'était pas seulement une voiture. C'était une vie entière que son grand-père n'avait jamais eu le temps de lui raconter. Une amitié de 50 ans, une promesse cachée dans le dossier d'un siège, et la preuve que certaines personnes vous préparent un chemin longtemps avant que vous en ayez besoin. Si vous avez déjà reçu quelque chose d'un absent qui vous connaissait mieux que vous ne le pensiez, cette histoire est pour vous. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, quelle est la chose qu'on vous a transmise sans vous expliquer pourquoi et que vous comprenez seulement maintenant? Le colonel Fabre n'avait pas levé les yeux une seule fois pendant qu'il parlait. Il lisait ces mots sur une feuille, d'une voix plate, comme on lit un rapport météo. Radiation pour insubordination, manquement à la hiérarchie, décision sans appel. Héloïse Vernet, 38 ans, 17 ans de service, des mineurs décorés 2 fois, écoutaient debout, les mains dans le dos, le regard fixé sur le drapeau au coin de la pièce. Elle n'avait pas bougé. Dehors, dans le couloir, quelqu'un toussait. Une photocopieuse ronronnait. La vie continuait, indifférente. Ce n'était pas la décision qui faisait mal, c'était la manière. Propre, rapide, administrative. Comme on jette quelque chose qu'on n'utilise plus. 3 semaines plus tôt, sur un site de déminage à 40 km de Toulouse, elle avait refusé d'exécuter un ordre. L'ordre était mauvais. Elle le savait, son équipe le savait. Il y avait une erreur dans le protocole, une erreur qui aurait pu tuer le caporal Renaud. 22 ans, père depuis 6 mois. Elle avait dit non. Elle avait eu raison. Le rapport officiel ne mentionnait pas ça. Fabre avait glissé les papiers vers elle sans un mot. Elle avait signé. Elle était sortie. Dans le parking, Rex l'attendait dans la voiture, museau appuyé contre la vitre. Quand elle avait ouvert la portière, il avait posé sa tête sur son genou sans bouger. C'était tout. Pas besoin d'autre chose. Elle avait conduit jusqu'à l'appartement en silence. L'appartement était petit, au 3e étage d'un immeuble beige de la périphérie de Toulouse. 2 pièces, des murs blancs, peu de meubles. Elle n'avait jamais vraiment eu le temps de s'y installer. Il y avait une tasse sur l'évier, un livre ouvert sur la table, les affaires de Rex dans un coin. C'est tout ce qui lui appartenait vraiment ici. Elle s'était assise sur le sol, le dos contre le canapé. Rex s'était allongé contre elle, chaud et lourd, et elle avait fixé le plafond un long moment sans penser à rien. C'est dans ces moments-là que Jean-Luc lui manquait différemment. Pas avec la douleur aiguë du début, celle qui coupe le souffle. Plutôt comme une absence dans une pièce, une chaise vide qu'on regarde sans y penser, et puis on y pense. Son grand-père lui avait appris à ne pas céder, à faire ce qui est juste même quand c'est inconfortable. Il disait ça dans son garage, à Manosque, les mains noires de cambouis, penchée sur un moteur qu'elle ne comprenait pas encore. Elle avait peut-être 7 ou 8 ans. L'odeur de l'huile chaude, le bruit métallique des outils sur le béton, la lumière d'une ampoule nue qui se balançait doucement. Elle avait passé les meilleurs étés de son enfance dans ce garage. Jean-Luc était mort 2 ans plus tôt. Une mort tranquille, dans son lit, à 81 ans. Elle n'avait pas pu venir pour l'héritage, il y avait eu une mission au Mali, puis une autre, et les mois avaient repassé. Le notaire avait laissé des messages. Elle avait repoussé. Le courrier était posé sur le buffet depuis 4 jours. Elle l'avait ouvert ce soir-là, enfin. L'entête d'une étude notariale de Manosque, une écriture serrée, administrative.
Les taxes foncières du garage au nom de Jean-Luc Vernet n'avaient pas été réglées depuis 2 ans. La somme n'était pas énorme, mais elle n'était pas négligeable non plus pour quelqu'un qui venait de perdre son emploi. Elle avait 3 mois pour régulariser la situation. Passé ce délai, le bien serait saisi. Elle avait relu la lettre 2 fois. Puis elle avait regardé Rex. Rex la regardait. Elle n'avait plus de contrat, plus d'affectation, plus de raison de rester à Toulouse. L'appartement était en location. Les murs blancs ne lui avaient jamais appartenu vraiment. Il n'y avait personne à appeler, pas de famille proche, pas d'amis qui l'attendaient en quelque part. Elle s'était levée, avait posé la lettre sur la table et avait commencé à faire sa valise. Un sac militaire, une caisse pour Rex, 2 cartons de livres. C'était tout. Le lendemain matin, avant 6 heures, la vieille Peugeot 306 était chargée. Rex avait sauté à l'arrière avec l'enthousiasme tranquille de celui qui a appris que partir, ça peut être bien aussi. Le soleil se levait à peine, rose et froid sur les toits de la ville. Héloïse avait pris l'autoroute vers le sud. Elle ne savait pas ce qu'elle trouverait à Manosque. Un garage vide, probablement. Des vieilleries à trier, des taxes à payer, peut-être quelques souvenirs à emporter. Elle ne s'attendait à rien de particulier. Elle ne savait pas encore que Jean-Luc lui avait laissé bien plus qu'un garage. Manosque sentait le thym et la pierre froide. Héloïse avait quitté l'autoroute 1 heure plus tôt pour prendre les petites routes. Et la Provence s'était ouverte autour d'elle comme quelque chose qu'on avait oublié aimer. Les collines couvertes de chênes secs, les champs de lavande en sommeil, les masses aux volets fermés pour l'hiver. Le ciel était d'un bleu violent, le genre de bleu qu'on ne voit pas dans les villes, et le Mistral poussait de petits nuages blancs vers l'est avec une hâte tranquille. Elle avait traversé le centre de Manosque sans s'arrêter. Les platanes de la vieille ville, la fontaine sur la place, la boulangerie ouverte dont l'odeur avait traversé la vitre entr'ouverte. Des images d'enfance flottantes, sans accroche précise. Le garage était à 2 kilomètres du bourg, au bout d'un chemin de terre entre 2 rangées de cyprès. Elle avait failli le rater. Le panneau en bois avait perdu ses lettres, il ne restait que des traces pâles sur le bois gris. Elle s'était garée devant le portail, le moteur coupé, et était restée un moment sans bouger. Le bâtiment était en pierre, vieux, solide comme tout ce que construisaient les gens d'ici. Le toit de tuiles rondes avait tenu. Mais la végétation avait travaillé pendant 2 ans sans être contrariée. Des ronces épaisses montèrent le long du mur est, un figuier sauvage avait poussé contre la porte latérale, et l'herbe haute du chemin effaçait les traces de passage. Rex était sorti de la voiture en reniflant l'air avec cette intensité appliquée qu'il réservait aux endroits nouveaux. Il avait fait le tour du bâtiment au trot, méthodique, sérieux, comme s'il prenait son service. Le cadenas était rouillé. Héloïse avait passé 10 minutes à le convaincre avec un peu d'huile qu'elle avait dans la voiture et une force patiente. Quand il avait lâché, la porte avait grogné sur ses gonds avec un son long et rauque, et une bouffée d'air avait jailli vers elle, chargée de graisse froide, de poussière ancienne et de quelque chose d'autre. Quelque chose de plus doux en dessous qu'elle avait mis un moment à identifier. Le bois, l'huile de lin, l'odeur du garage de son enfance. Elle était entrée. Le chaos était monumental. Jean-Luc n'avait jamais été un homme d'ordre, elle le savait. Mais 2 ans d'abandon avaient transformé un désordre vivant en quelque chose de figé, d'archéologique. Des caisses en métal empilées jusqu'au plafond le long du mur de droite, remplies de pièces détachées dont elle ne connaissait pas les noms. Des outils accrochés à des panneaux de bois, certains tombés au sol et recouverts de poussière. Des journaux jaunis en piles instables. Un vélo de course d'un autre âge, les pneus crevés, appuyés contre une établie. Des boîtes de conserve recyclées en rangement pour des boulons, des vis, des fragments de métal dont l'usage lui échappait complètement. Au fond, on ne distinguait presque rien. La lumière de novembre entrait par 2 petites fenêtres sales et mourait avant d'atteindre le mur du fond. Héloïse avait regardé tout ça longtemps, sans bouger. Elle avait démontré des engins de mort dans des terrains brûlés par la chaleur avec du calme. Elle avait appris à voir les situations impossibles comme des problèmes avec une solution, quelque part. Mais là, debout dans ce garage qui sentait le passé, les bras le long du corps,
Quelque chose en elle avait résisté. Ce n'était pas sa vie ici. Ce n'était pas son monde. Puis Rex était entré derrière elle et avait commencé à travailler. Il reniflait chaque caisse, chaque recoin, chaque centimètre de sol avec la concentration totale d'un chien qui a décidé que cet endroit méritait d'être compris. Héloïse l'avait regardé faire et quelque chose dans cette application tranquille l'avait calmée. Elle avait sorti son matelas de camp de la voiture. Elle avait trouvé un point d'eau à l'extérieur, encore actif. Elle avait mangé debout, un sandwich acheté à la station-service, en regardant le soleil descendre sur les collines. Le lendemain matin, elle avait commencé le tri. Elle travaillait méthodiquement, comme elle avait appris à travailler, zone par zone. Caisses ouvertes, contenu examiné, classées en 3 catégories provisoires sur le sol. Rex la suivait ou disparaissait dans les recoins. Revenait, repartait. Ce fut le 3e jour qu'il s'arrêta au fond du garage. Il y avait quelque chose sous une grande bâche de toile verte, épaisse, que le poids des années avait aplati sur une forme basse et longue. Rex s'était approché lentement, puis avait commencé à gratter le sol devant, à renifler le bas de la bâche avec une insistance qui n'avait rien de distrait. Il avait gémi, doucement, puis il avait aboyé. 1 fois, 2 fois, un son bref et précis qui n'était pas de la peur. Héloïse s'était relevée. Elle avait traversé le garage, enjambé les caisses, et s'était accroupie devant la bâche. Ses doigts avaient saisi le bord de la toile, raide et poussiéreuse. Elle avait tiré. La silhouette était basse, compacte, avec des courbes que la poussière rendait presque abstraites. Mais il y avait une forme là-dessous, une forme qui n'était pas un meuble ni une machine agricole. Héloïse avait retenu son souffle et avait continué à tirer. La voiture apparut lentement, comme quelque chose qu'on n'est pas sûr de voir. Héloïse tirait la bâche vers elle par sections, et la poussière de 2 ans tombait en nuages fins dans la lumière de l'ampoule qu'elle avait branchée la veille. Rex ne bougeait pas. Il restait assis à côté d'elle, immobile, comme s'il comprenait que ce moment demandait du silence. Ce fut d'abord le toit qui apparut. Bas, arrondi, d'une courbure que l'on ne voit plus sur les voitures modernes. Puis les flancs, compacts, nerveux, avec des ailes arrondies qui semblaient avoir été dessinées par quelqu'un qui aimait la vitesse. Enfin le nez, court et pointu, légèrement incliné vers le bas. La voiture était petite, beaucoup plus petite qu'Héloïse ne l'aurait imaginé. Elle faisait penser à un animal ramassé sur lui-même, prêt à bondir, même immobile depuis des années, même couverte d'une croûte grise qui effaçait sa couleur et ses détails. Ce n'était pas une épave ordinaire. Héloïse ne savait pas encore pourquoi elle en était certaine, mais elle l'était. Il y avait quelque chose dans les lignes de cette carrosserie, une intention, une précision qui n'appartenait pas aux voitures de tous les jours. Elle fit le tour lentement. La peinture d'origine était bleue. Elle pouvait le voir par endroits, là où la crasse était plus mince, là où une écaille révélait la couche en dessous. Un bleu profond, presque métallisé. Les ailes portèrent des traces de choc anciens, petits, multiples, le genre de marques qu'on accumule sur les routes de montagne. Les pneus étaient à plat, affaissés sur les jantes comme des fruits de trop mûrs. Le pare-brise était intact mais opaque de saleté. L'intérieur, entrevu par la vitre, montrait des sièges dont le tissu s'était défait avec le temps, des mousses qui avaient gonflé, des couleurs mangées par l'humidité. Héloïse s'accroupit à l'arrière de la voiture et sortit un chiffon de sa poche. Elle frotta le badge avec une application lente, méthodique. La crasse résista, puis céda par couches. Des lettres apparurent, en relief, chromées et ternes. Alpine. Et en dessous, plus petit, A110. Elle resta accroupie un moment, à regarder ces 2 mots. Le nom ne lui disait rien. Elle n'avait pas grandi dans le monde des voitures anciennes, et 17 ans dans l'armée n'avaient pas laissé beaucoup de place pour les passions de ce genre. Elle sortit son téléphone, photographia la plaque d'immatriculation, le badge, les lignes générales de la carrosserie. Puis elle tapa les mots dans le moteur de recherche. Alpine A110, berlinette 1973. Les résultats arrivèrent et elle lut debout dans le garage froid, Rex assis contre sa jambe.
Elle lut longtemps. L'Alpine A110 était une voiture de course légère, fabriquée à Dieppe, qui avait dominé le rallye mondial au début des années 70. Championne du monde des rallyes en 1973, l'année même de sa fabrication. Une mécanique de génie dans une carrosserie en fibre de verre, légère comme personne ne savait faire à l'époque. Les pilotes l'appelaient la berlinette. Les amateurs l'appelaient une légende, et les collectionneurs la payaient en conséquence. Elle trouva des annonces. 300 000 € pour un exemplaire restauré. 350 000 pour une version de compétition documentée. Un record en vente aux enchères à Rétromobile, 420 000 € 2 ans plus tôt. Héloïse posa son téléphone. Elle regarda la voiture. La voiture ne la regardait pas, bien sûr. Elle était là, immobile, affaissée sur ses pneus morts, couverte de crasse et d'années. Le moteur, quand elle avait essayé d'ouvrir le capot arrière, avait opposé une résistance totale, grippée ou bloquée, impossible à dire sans aller plus loin. L'intérieur sentait le moisi et le caoutchouc vieux. Il faudrait tout démonter, tout inspecter, peut-être tout remplacer. C'était un projet colossal pour quelqu'un qui ne savait pas distinguer un carburateur d'un alternateur. Elle resta là un long moment, les bras croisés dans le froid du matin, à réfléchir sans vraiment réfléchir. Puis elle ouvrit la portière côté passager. La poignée résista, puis céda avec un son métallique sourd. L'odeur qui sortit était celle d'une pièce fermée trop longtemps, quelque chose de dense et de doux à la fois. Elle se pencha vers la boîte à gants, l'ouvrit. Des papiers, un stylo, un chiffon plié et une photographie. Elle était jaunie, un peu gondolée par l'humidité, mais nette. Deux jeunes hommes en combinaison de course, les couleurs passées mais reconnaissables, bleu et blanc. Ils se tenaient l'un contre l'autre, bras dessus, bras dessous, devant une Alpine identique à celle-ci, propre et brillante. Ils souriaient de ce sourire qu'on a à 25 ans quand on vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Héloïse retourna la photo. Une écriture au stylo bille bleu, appliquée, un peu penchée à droite. Jean-Luc et Marcel. Rallye Monte-Carlo, 1974. Elle resta immobile, la photo dans les mains, le froid du garage autour d'elle et Rex qui appuyait son museau contre son genou. Elle n'avait jamais su que son grand-père avait couru au Monte-Carlo. Le tiroir de l'établi était coincé. Héloïse avait passé la matinée à trier le mur d'outils, classant les clés par taille, regroupant les douilles dans leur boîte, essayant de comprendre la logique de son grand-père. Il y en avait une, elle en était certaine. Jean-Luc n'était pas un homme qui faisait les choses au hasard. Il y avait dans ce désordre apparent une organisation ancienne, personnelle, lisible seulement pour celui qui l'avait créée. Le tiroir du bas de l'établi résistait. Elle avait tiré plusieurs fois, puis avait cherché un outil, glissé une lame de couteau dans l'interstice, fait levier doucement. Le bois avait gonflé avec les années, mais il avait fini par céder avec un son bref. À l'intérieur, sous un chiffon propre plié en 4, il y avait un carnet. La couverture était bleue, cartonnée, du genre qu'on trouve dans les papeteries de province. Les coins étaient usés. Le dos portait une trace de doigt permanente, là où une main l'avait ouvert des centaines de fois. Elle le prit, s'assit sur le tabouret de l'établi et l'ouvrit à la première page. L'écriture était celle de la photo. Appliquée, légèrement penchée à droite. Alpine A110, immatriculation 973B, K04. Acquise le 14 mars 1972 avec Marcel Aubert, moitié-moitié. Budget restauration initiale, 800 francs. Objectif. Monte-Carlo 1974. Elle tourna les pages lentement. Le carnet mêlait deux choses sans les séparer vraiment. Comme si pour Jean-Luc, elles n'avaient jamais été distinctes. Des colonnes de chiffres, des références de pièces, des croquis techniques au crayon, des notes sur le carburateur Vauber, la boîte de vitesse, les réglages de suspension. Et entre ces lignes, sans transition, des phrases d'une autre nature. Marcel dit que j'exagère sur le rapport de pont, mais il a tort et il le sait. Ce soir, on a mangé une soupe chez sa mère à Sisteron.
Il pleuvait. On a parlé jusqu'à 2 heures du matin. Plus loin. Premier essai sur la route de Valençol. La voiture est légère comme je ne savais pas qu'une voiture pouvait l'être. On a l'impression que la route vient à vous, pas l'inverse. Marcel a dit, en sortant, qu'il comprenait maintenant pourquoi les pilotes sourient sur les photos. Je crois qu'il avait les larmes aux yeux. Moi aussi, peut-être. Héloïse lisait sans lever la tête. Rex était allongé sur le sol à côté d'elle, les pattes croisées, les yeux mi-clos. Le Monte-Carlo de 1974 occupait une vingtaine de pages. Jean-Luc avait tout noté, les spéciales, les chronos, les nuits sans sommeil dans l'école, la neige sur la route du Turini, un incident de freinage à la descente de Lucéram qui leur avait fait perdre 3 minutes, et la ligne d'arrivée à Monaco, 16e au classement général, 3e chez les amateurs. La joie dans l'écriture était palpable, les phrases plus courtes, les mots qui se bousculaient. Puis les pages suivantes avaient changé de ton. La vie les avait séparés comme elle sépare les gens sans demander leur avis. Marcel était parti sur Lyon pour un travail dans l'organisation d'événements automobiles. Jean-Luc s'était marié, avait repris le garage du père, avait eu des enfants, avait vieilli. L'Alpine était restée là, sous sa bâche, comme une promesse qu'on remet à plus tard. À la retraite, il avait recommencé. Les dernières entrées du carnet datèrent de 3 ans, quelques mois avant sa mort. L'écriture était moins assurée, les lettres plus grandes, certains mots le raturaient et recommençaient. Mais le contenu était précis, presque didactique. Dépose du moteur, procédure étape par étape. État du bloc, points à vérifier. Liste des pièces à commander avec les références et 2 fournisseurs de confiance notés en marge. Comme s'il écrivait pour quelqu'un d'autre. Comme s'il savait qu'il n'aurait pas le temps de finir et qu'il préparait le chemin pour celui qui viendrait après lui. Héloïse ferma le carnet. Elle resta un moment sans bouger, les mains posées à plat sur la couverture bleue. Elle savait démonter une mine anti-personnelle dans l'obscurité, par température négative, avec des gants. Elle savait lire un terrain, évaluer un risque, prendre une décision en quelques secondes. Elle ne savait pas ce qu'était un carburateur Weber double corps, ni comment on démontait une boîte de vitesse de course. Mais les instructions étaient là, dans ce carnet. Et les outils étaient sur le mur. Elle en était encore à peser la chose quand un bruit de gravier sous des pneus lui parvint de l'extérieur. Un homme descendit d'une camionnette blanche, la cinquantaine, casquette vissée sur la tête, l'air de quelqu'un qui passe par hasard, mais qui n'est pas là par hasard. Il s'appelait Thierry, dit-il. Il habitait à 500 mètres. Il avait connu Jean-Luc vaguement. Il avait vu la voiture garée devant, il voulait juste savoir si tout allait bien. Il entra dans le garage sans vraiment y être invité, promena un regard professionnel sur les caisses, les outils, la silhouette de l'Alpine sous ce qu'il restait de la bâche qu'Héloïse n'avait pas encore rangée. Il lui proposa 2000 € pour l'ensemble. La ferraille, les outils, ce qu'il y avait. Pour lui rendre service, dit-il, pour qu'elle n'ait pas à s'en occuper. Héloïse le remercia et lui dit non. Il repartit en disant qu'elle pouvait changer d'avis, que son numéro était dans l'annuaire. Elle regarda la camionnette disparaître au bout du chemin de Cyprès et sentit quelque chose se préciser en elle. Pas encore une décision complète, mais quelque chose qui y ressemblait. Elle rentra dans le garage, prit le carnet bleu et l'ouvrit à la première page des instructions techniques. Les premières semaines furent un apprentissage brutal. Héloïse avait abordé le moteur comme elle abordait tout problème inconnu. Méthodiquement, sans précipitation, en commençant par comprendre avant de toucher. Elle avait relu les pages du carnet bleu consacré au démontage 3 fois avant de prendre le premier outil. Puis elle avait cherché sur les forums spécialisés, des sites où des hommes passionnés échangèrent depuis des années sur les subtilités des moteurs Renault équipant les Alpines, sur les visseries particulières, les joints d'époque, les erreurs classiques du débutant. Elle prenait des notes dans un carnet identique au bleu de Jean-Luc, qu'elle avait acheté à la papeterie de Manosque. Le moteur sortit au bout de 5 jours. Ce fut long, physique, parfois décourageant. 2 boulons avaient refusé de bouger, et il avait fallu trouver comment les extraire sans abîmer les filetages.
Mais quand le bloc fut posé sur l'établi entier, Héloïse ressentit quelque chose d'inattendu. Pas de la fierté, pas encore. Plutôt le sentiment d'avoir franchi une frontière dans un territoire qu'elle ne connaissait pas et de ne pas s'y sentir étrangère. Elle nettoyait chaque pièce avec soin, la cataloguait, la photographiait. Elle avait créé un système sur une feuille craft collée au mur, avec des zones numérotées correspondant à des sachets plastiques étiquetés. Le même esprit qui démontait des engins de mort s'appliquait ici avec le même calme. Ce fut un mardi matin qu'Hélène s'arrêta. Elle passait à pied sur le chemin, un sac de course au bras, et la porte ouverte du garage l'avait arrêtée net. Elle avait 68 ans, les cheveux blancs coupés courts, les mains d'une femme qui avait travaillé avec elle toute sa vie. Elle avait regardé le moteur sur l'établi, la feuille craft sur le mur, Héloïse en bleu de travail avec une clé à la main, et elle avait dit simplement « C'est une Alpine ». Elle était garagiste depuis 40 ans à Volx, le village voisin. Elle avait pris sa retraite 2 ans plus tôt. Elle connaissait les moteurs Renault des années 70 mieux que la plupart des mécaniciens actifs. Elle revint le lendemain avec ses propres outils. Elles ne se parlaient pas beaucoup au début. Hélène regardait, montrait, corrigeait un geste de temps en temps avec une économie de mots que Héloïse appréciait. Elle n'expliquait pas inutilement. Elle faisait, et Héloïse regardait, puis faisait à son tour. Une transmission silencieuse, pratique, du genre qu'on ne trouve pas dans les manuels. Le soir du 3e jour, Hélène avait accepté le café qu'Héloïse lui proposait depuis le début. Ce fut Rex qui fit la découverte. Héloïse ne sut jamais exactement ce qu'il avait senti. Peut-être l'odeur de la graisse sous l'établi, différente de la poussière ordinaire, plus dense, plus récente dans l'échelle du temps du garage. Il avait commencé à gratter le sol béton à l'angle entre l'établi et le mur, avec la concentration opiniâtre qu'il mettait à certaines choses. Héloïse l'avait d'abord ignoré, puis Hélène avait dit, sans lever les yeux de la culasse qu'elle inspectait, « Il a trouvé quelque chose ». Elles avaient déplacé l'établi de quelques centimètres. Dans l'angle, il y avait une planche de bois posée à plat sur le sol, peinte de la même couleur grise que le béton. Héloïse l'avait soulevée. En dessous, une boîte métallique rectangulaire, fermée par 2 loquets. À l'intérieur, chaque pièce était enveloppée dans du papier huilé et rangée avec soin. Un carburateur neuf dans son emballage d'origine. Des joints, des segments de piston, une pompe à huile. Toutes les pièces d'usure que Jean-Luc avait commencé à constituer pour la restauration, protégées, étiquetées de sa main, prêtes à être utilisées. Hélène avait regardé le contenu de la boîte un long moment, puis elle avait dit « Il savait ce qu'il faisait, ton grand-père ». Le soir, seule avec le carnet, Héloïse lui avait parlé pour la première fois. Pas à voix haute, pas vraiment. Mais en lisant ses notes, elle lui répondait intérieurement, elle posait des questions aux pages, elle lui disait ce qu'elle avait trouvé ce jour-là. C'était devenu une habitude, sans qu'elle l'ait décidé. Serge Delaunay arriva un vendredi, en berline gris anthracite, costume sombre et chaussures propres, qui n'étaient pas faites pour les chemins de terre. Il se présenta comme marchand de véhicules de collection. Il avait entendu parler de l'Alpine. Dans le village, les nouvelles circulèrent vite. Il était direct, professionnel, sans mauvaise foi apparente. 15 000 €, dit-il, pour l'Alpine en l'état, telle qu'elle, avec tout ce qu'il y avait dans le garage. Héloïse s'essuya les mains sur son bleu de travail et le regarda. Elle avait lu les annonces. Elle savait ce que valait une A110 restaurée. 15 000 € pour une voiture qui en valait 30 fois plus entre des mains compétentes. Ce n'était pas une offre. C'était un test ou une espérance. Elle lui dit non poliment, sans explication inutile. Il lui laissa sa carte. Il dit qu'il restait disponible si elle changeait d'avis, que la restauration d'une Alpine était un projet très sérieux, que peu de gens en avaient les moyens et les compétences. Il dit ça sans méchanceté, presque avec bienveillance. Héloïse regarda sa berline disparaître au bout du chemin. Puis elle rentra dans le garage où Rex était allongé sur le sol à côté de la boîte métallique ouverte, comme s'il en était encore le gardien. La fissure était fine comme un cheveu, courant sur 5 cm le long du bloc moteur, entre le 2e et le 3e cylindre. Hélène l'avait trouvé un matin de décembre.
en inspectant le bloc à la lumière d'une lampe de travail, passant le doigt sur le métal avec la patience d'une personne qui a appris à ne pas se précipiter vers les bonnes nouvelles. Elle n'avait rien dit tout de suite. Elle avait regardé encore, changé l'angle de la lampe, regardé une deuxième fois, puis elle avait posé la lampe et s'était redressée. Une fissure sur un bloc de cette époque, dit-elle, ce n'est pas une réparation ordinaire. Il fallait un spécialiste en rectification de blocs anciens, un atelier équipé pour souder l'aluminium de fonderie des années 70, sans aggraver les contraintes internes. Il en existait quelques-uns en France. Elle en connaissait un à Lyon qui faisait de l'excellent travail. Mais les délais étaient longs et le prix, elle ne le dit pas exactement, mais son regard le dit à sa place. Héloïse avait hoché la tête. Elle avait attendu qu'Hélène soit partie pour s'asseoir sur le tabouret de l'établi et sortir son carnet de compte. Ce n'était pas un carnet compliqué. Les chiffres y étaient les simples et sévères. Il lui restait un peu plus de 3 000 € d'économie. Les taxes foncières dues au notaire représentaient 800 €, avec une échéance dépassée de 6 semaines. Elle avait reçu 2 relances, la deuxième avec un ton qui ne laissait plus de place à l'interprétation. Elle vivait de peu. Des pâtes, du riz, des légumes du marché en fin de journée quand les prix baissaient. Le café qu'Hélène apportait parfois. Elle ne se plaignait pas de ça et elle avait connu des conditions autrement plus difficiles. Mais les chiffres sur le carnet ne changeaient pas selon ce qu'on ressentait. La pièce à commander en Italie, chez le fournisseur spécialisé qu'Hélène avait identifié, coûtait 1600 € avec le transport. La rectification du bloc, si l'atelier de Lyon acceptait le travail, s'ajoutait par-dessus. Elle avait refermé le carnet. Serge Delaunay revint le surlendemain, un jeudi, en fin d'après-midi, quand la lumière déclinait sur les collines et que le froid entrait par la porte du garage. Il était poli, comme toujours, mais quelque chose dans son calme ce soir-là était différent. Plus appuyé. Il avait fait ses calculs, dit-il. Il pouvait monter à 25 000 €. C'était une offre sérieuse, au-dessus du marché pour une voiture dans cet état, avec un bloc fissuré. Elle pouvait régler ses taxes, reprendre sa vie, s'installer ailleurs. Il dit ce dernier mot avec la douceur de quelqu'un qui croit qu'il vous rend service. Héloïse ne répondit pas tout de suite. Elle regarda l'Alpine dont la carrosserie commençait à montrer, par endroits, le bleu d'origine sous les couches de crasse qu'elle avait nettoyées. Elle regarda le carnet bleu posé sur l'établi. Elle regarda Serge Delaunay. Elle lui dit qu'elle allait réfléchir. Ce fut la première fois. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta sur son matelas de camp, les yeux au plafond, à retourner les chiffres dans tous les sens sans qu'ils changent. 25 000 €, c'était réel. C'étaient les taxes payées, un loyer quelque part, de quoi voir venir pendant un an. Et de l'autre côté, un bloc fissuré, un projet qui dépassait peut-être ses moyens, une voiture qu'elle n'avait pas connue avant novembre. Les raisons de vendre étaient solides, raisonnables, adultes. Elle les retournait encore quand Rex bougea. Il s'était levé sans bruit, avait traversé le garage dans l'obscurité et s'était couché contre la roue avant gauche de l'Alpine. Il l'avait fait posément, sans agitation, avec le sérieux tranquille de quelqu'un qui prend position. Il avait posé son museau sur ses pattes croisées et fermé les yeux. Héloïse l'avait regardé un long moment. Elle ne croyait pas aux signes. Elle avait passé sa carrière à faire confiance aux faits, aux protocoles, aux données mesurables. Mais il y avait quelque chose dans ce chien allongé contre cette roue, dans ce geste simple et décidé, qui avait déplacé quelque chose en elle. Le lendemain matin, elle fit le tour du garage différemment. Pas en cherchant ce qui valait quelque chose pour elle, en cherchant ce qui valait quelque chose pour quelqu'un d'autre. Il y avait des outils anciens dont certains, elle l'avait lu sur les forums, intéressaient les collectionneurs. Un jeu de clés Facom des années 50 dans leur coffret d'origine. Une caisse de pièces de carrosserie pour des modèles disparus du marché. Et dans un coin, sous des cartons, un jukebox Wurlitzer des années 60, muet et poussiéreux mais intact dans sa structure chromée. Elle appela un brocanteur de Manosque qu'Hélène lui avait indiqué. Il vint le jour même, examina tout sans se presser, fit une offre groupée.
Ce n'était pas une fortune. Mais c'était les taxes du notaire, avec un peu au-delà. Elle commanda la pièce en Italie le soir même. Le délai annoncé était de 3 semaines. Elle raccrocha, posa le téléphone sur l'établi et regarda Rex qui n'avait pas quitté sa place contre la roue de l'Alpine. 3 semaines. Elle pouvait tenir 3 semaines. La boîte arriva un mardi matin, expédiée d'un petit atelier de Modène, emballée dans du papier Kraft brun avec une étiquette manuscrite. Héloïse la posa sur l'établi sans l'ouvrir tout de suite. Elle appela Hélène. Elles commencèrent tard le remontage l'après-midi même. C'était un travail différent du démontage. Démonter, c'était défaire quelque chose qui existait déjà, suivre un ordre inverse, comprendre au fur et à mesure. Remonter, c'était construire, et chaque pièce posée à sa place était une décision irréversible. Hélène guidait avec ses mots habituels, courts et précis. Héloïse suivait, et quand elle ne comprenait pas, elle cherchait dans le carnet bleu, dont les pages correspondantes étaient maintenant marquées d'onglets de papier coloré. Jean-Luc avait tout prévu. Les couples de serrage, l'ordre des opérations, les pièges à éviter sur ce moteur particulier. Par moments, Héloïse avait l'impression de travailler à deux, que les notes du carnet n'étaient pas une documentation, mais une présence. Quelqu'un penché par-dessus son épaule qui savait exactement ce qu'elle était en train de faire. Le deuxième soir, Hélène était rentrée chez elle avec la satisfaction calme de quelqu'un qui voit la chose avancer. Héloïse était restée seule dans le garage jusqu'à minuit, à la lumière de la lampe de travail, à serrer les derniers boulons de culasse en comptant les tours comme le carnet l'indiquait. Le troisième jour, vers 4 heures de l'après-midi, le moteur était remonté. Hélène avait vérifié chaque connexion, chaque durite, chaque fil électrique, avec la méthode silencieuse d'une personne qui ne laisse rien au hasard. Elle avait fait le tour du bloc 2 fois, puis elle s'était redressée et avait regardé Héloïse sans rien dire. Héloïse prit la clé de contact. Elle s'installa dans le siège conducteur dont le tissu défait crissait sous elle. L'odeur de l'habitacle était toujours celle de l'ancien, de l'humide et du temps. Mais quelque chose avait changé dans le garage autour d'elle, une qualité d'attention, comme avant quelque chose d'important. Rex était assis près de la porte, droit, les oreilles levées. Elle tourna la clé. Le démarreur gémit, tourna, se battit contre une résistance de plusieurs mois d'immobilité. Il y eut une toux, un crachat de fumée bleue qui sortit par l'arrière, une hésitation de tout le système, comme un souffle retenu trop longtemps. Puis le moteur rugit. Ce n'était pas un ronronnement. C'était quelque chose de plus rauque, de plus vivant. Un son qui venait d'une époque où les moteurs n'étaient pas encore assouplis par l'électronique. Il emplit le garage entier, rebondit sur les murs de pierre, sortit par la porte ouverte vers les cyprès et les collines. Un son qui n'avait pas existé depuis des années dans ce bâtiment et qui semblait le réveiller. Héloïse garda les mains sur le volant et ne bougea pas. Elle sentit les larmes avant de les décider. Elles arrivèrent simplement, sans bruit, le long de ses joues. Elle ne les essuya pas. Hélène était appuyée contre l'établi, les bras croisés, et quand Héloïse la regarda, les yeux de la vieille mécanicienne brillaient aussi dans la lumière jaune de la lampe. Elles ne dirent rien pendant un long moment. Les semaines qui suivirent eurent une texture différente. Le moteur tournait, et avec lui quelque chose s'était mis en mouvement dans le projet et dans Héloïse elle-même. Elle attaqua la carrosserie avec le même ordre méthodique, zone par zone. Le ponçage révélait le métal sous la peinture écaillée, la rouille de surface cédait sous le traitement. Et par endroits, quand elle passait la paume sur la fibre de verre préparée, le bleu d'origine réapparaissait, profond et lumineux, comme une couleur qui avait attendu. La nouvelle se répandit au village sans qu'elle l'ait cherchée. Les gens du bourg passaient maintenant sur le chemin de terre. Certains s'arrêtèrent à la porte. « La petite qui répare l'Alpine de Jean-Luc », disaient-ils entre eux. Une femme du village lui apporta une tarte un samedi matin, sans explication particulière, juste posée sur l'établi avec un sourire. Le boulanger lui gardait sa baguette sans qu'elle ait besoin de demander. Hélène lui présenta 2 anciens clients du garage qui connaissaient les Alpines, et vinrent regarder, discuter, offrir des conseils que parfois elle prenait, et parfois non. Héloïse sortait de quelque chose sans avoir de mots pour le nommer. Ce soir-là, en janvier, la nuit était tombée tôt sur les collines, et le froid entrait sous la porte du garage.
Elle nettoyait ses outils quand son téléphone vibra sur l'établi. Un numéro inconnu, avec un indicatif qu'elle ne reconnut pas. Elle décrocha. La voix était âgée, légèrement voilée, avec dans le ton quelque chose d'hésitant et de retenu, comme quelqu'un qui a préparé ses mots mais les trouve insuffisants au moment de les dire. On m'a dit que tu avais retrouvé notre voiture. Il y eut une pause. C'est Marcel. Marcel Aubert. Héloïse ne bougea pas. Dehors, le Mistral passait dans les cyprès avec un son long et doux. Rex leva la tête vers elle depuis le sol. Marcel Aubert arriva un vendredi matin de février, par un temps clair et froid, dans une vieille Citroën BX Bordeaux, qu'il conduisait avec la prudence des gens qui savent que chaque trajet compte davantage qu'avant. Il sortit de la voiture lentement, s'appuya un instant sur la portière avant de lâcher, et Héloïse vit un homme de 82 ans qui avait dû être grand et large, et qui portait maintenant son âge dans ses épaules légèrement rentrées, dans ses mains fines, dans la façon dont il prenait son temps à chaque geste. Il était habillé avec soin, un manteau gris, une écharpe bordeaux, des chaussures cirées qui n'étaient pas faites pour le chemin de terre, mais qu'il avait mises quand même. Héloïse alla à sa rencontre. Ils se serrèrent la main. Marcel avait des yeux clairs, très clairs, d'un bleu délavé qui contrastait avec le reste, et quand il la regarda, elle vit quelque chose dans ce regard qui n'était pas de la vieillesse. Une vivacité, une attention, quelque chose qui était resté intact. Il dit « Je peux entrer ?» Elle s'effaça pour le laisser passer. Il entra dans le garage lentement, comme on entre dans un endroit où l'on a peur de ce qu'on va trouver. Ses yeux firent le tour des murs, des outils, de l'établi. Puis ils trouvèrent l'Alpine. Il s'arrêta. La voiture était au centre du garage maintenant, sortie de son angle, posée sur des chandelles pendant que les travaux de carrosserie avançaient. La carrosserie était en partie poncée, certaines zones au métal nu, d'autres encore avec leur couche de vieille peinture, dans cet état intermédiaire qui ressemble à un chantier, mais qui est en réalité un commencement. Le bleu d'origine apparaissait par larges surfaces sur les flancs et le toit. Marcel s'en approcha sans rien dire. Il posa la main sur l'aile avant droite, à plat, comme on pose la main sur l'épaule de quelqu'un qu'on retrouve après longtemps. Il la laissa là un moment. Sa mâchoire se contracta légèrement. Il n'essuya rien, mais ses yeux brillèrent dans la lumière du matin qui entrait par les fenêtres. Héloïse resta à distance et attendit. Quand il se retourna vers elle, il sourit. Un sourire qui avait traversé 50 ans sans s'abîmer. Il dit « Elle est encore là ». Ils burent le café assis sur les 2 tabourets de l'établi, Rex allongé entre eux, et Marcel parla. Il parla comme quelqu'un qui a porté une histoire longtemps et qui est soulagé de pouvoir la poser quelque part. Jean-Luc et lui s'étaient été connus à 19 ans dans un garage de Manosque où ils avaient tous les deux trouvé leur premier travail de mécanicien. Ils partageaient la même passion pour les voitures légères, les moteurs qu'on prépare à la main, la conduite sur les petites routes de montagne. En 1972, ils avaient mis leurs économies ensemble, les siennes et celles de Jean-Luc, et ils avaient acheté cette Alpine à un pilote amateur de Digne qui arrêtait la compétition. Ils avaient repassé 2 ans à la préparer, le soir après le travail, les week-ends, parfois la nuit. Marcel rit doucement en racontant ça. Il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait au début, dit-il. Mais le carnet de Jean-Luc était déjà là, et les notes s'accumulaient, et peu à peu, la voiture devenait ce qu'il voulait qu'elle soit. Le Monte-Carlo de 1974. Marcel ferma les yeux un instant en y revenant. 16 équipages français dans leur catégorie. Des routes verglacées dans le Mercantour, un col à 2000 mètres dans la nuit, la neige projetée par les phares comme des milliers d'aiguilles. Jean-Luc conduisait, Marcel naviguait. Ils avaient terminé 3e chez les amateurs, 16e au général. Ce n'était pas la victoire, mais c'était la chose la plus vraie qu'il avait jamais faite, dit Marcel. Et sa voix, en disant ça, était parfaitement calme. Après, la vie avait décidé autrement. Marcel était parti à Lyon pour un poste dans l'organisation des événements automobiles, quelque chose de provisoire qui avait duré 30 ans. Jean-Luc était resté. Il s'était en écrit, puis téléphoné, puis les années avaient mis de la distance entre les intentions et les actes, comme elles le font avec tout le monde.
Quand la femme de Jean-Luc était tombée malade, il avait remisé la voiture. Marcel l'a pris trop tard pour faire quoi que ce soit. Il se tut un moment, puis il dit « J'organise le concours d'élégance de Lyon depuis 20 ans. Fin avril, chaque printemps. C'est un rassemblement sérieux, des voitures d'exception, des gens qui savent ce qu'ils regardent. Cette année, j'aimerais que l'Alpine y soit. » Héloïse regarda la voiture. Il restait la peinture finale, la sellerie entièrement à refaire, les chromes à polir, une centaine de petits détails qui chacun pris séparément semblaient gérables et qui ensemble représentèrent des semaines de travail. Fin avril était dans 4 mois. Elle dit « Je ne suis pas sûre d'y arriver. » Marcel posa sa tasse, se leva avec la lenteur de son âge et s'approcha de l'Alpine une dernière fois. Il passa la main sur le toit, doucement. « Fin avril, dit-il. C'est suffisant si on y croit. » Il remit son écharpe, serra la main d'Héloïse, salua Rex d'un geste de la tête comme à un égal, et repartit vers sa Citroën Bordeaux dans le froid du matin. Héloïse regarda la voiture longtemps après qu'il fut parti. 4 mois. Mars arriva avec une lumière différente sur les collines. Les journées s'allongèrent d'un rien chaque matin, et Héloïse les utilisait toutes. Elle travaillait à partir de 6 heures, parfois plus tôt quand le sommeil ne venait plus. Et elle s'arrêtait quand ses mains ne répondaient trop plus assez précisément pour que ça serve à quelque chose. Entre les deux, elle ne comptait pas les heures. La peinture fut l'étape la plus longue. Elle avait passé une semaine entière à préparer la surface, couche d'après, ponçage fin, vérification de chaque défaut sous la lumière rasante d'une lampe tenue à bout de bras. L'artisan de Manosque qui avait accepté de faire la mise en peinture finale était venu 2 fois inspecter le travail avant de se prononcer. Il s'appelait Antoine, il avait 60 ans et des gestes de chirurgien, et quand il avait ouvert la première bombe de bleu alpine sur un panneau de test, Héloïse avait reconnu la couleur de la photo, la couleur du garage de son enfance sans qu'elle l'ait su. La carrosserie but la couleur avec la gratitude des choses qui retrouvent ce qu'elles étaient. Pour la sellerie, Hélène connaissait un tapissier à Vols qui travaillait le cuir depuis 40 ans. Il vint examiner l'intérieur, prit des mesures, repartit avec des notes. Il revint 2 semaines plus tard avec des pièces taillées dans un tissu bleu nuit qui s'approchait de l'origine sans en être une copie servile. Quelque chose de mieux que l'original fatigué, quelque chose qui honorait l'intention sans prétendre que le temps n'avait pas passé. Héloïse posa une partie des garnitures elle-même, guidée par ses instructions. Et le travail de ses mains dans ce tissu tendu sur les cadres métalliques lui donna une satisfaction qu'elle ne savait pas nommer précisément. Ce fut Hélène qui décida qu'il était temps de rouler. Un matin de début avril, ciel blanc et air immobile, elle arriva avec une expression qui n'admettait pas de discussion. « La voiture devait rouler, dit-elle. Pas pour vérifier le moteur tournait bien, elle le savait. Pour qu'Héloïse sache ce qu'elle avait entre les mains. Elle sortirait l'Alpine du garage pour la 2e fois depuis novembre. Dans la lumière du matin, propre et bleue, la voiture avait une présence différente de tout ce qu'Héloïse avait regardé jusqu'ici. Elle était petite et elle était suffisante. Elle n'avait pas besoin d'être grande. Héloïse prit le volant. La route de campagne derrière le garage montait vers les collines par une série de lacets serrés entre les chaînes. Elle avait conduit des véhicules militaires sur des terrains qui n'étaient pas des routes. Elle avait conduit vite quand il le fallait, mais rien ne l'avait préparée à ce que fit l'Alpine dans le premier virage. La légèreté était physique, presque troublante. La voiture répondait avant qu'elle ait fini de penser le geste, tournait avec une précision qui n'avait pas l'air mécanique mais personnelle, comme si elle avait une opinion sur la trajectoire. Dans la montée, le moteur produisait ce son rauque et vivant qu'elle avait entendu pour la première fois en janvier dans le garage, mais dehors, sur la route, avec le vent par la vitre entr'ouverte et les collines de chaque côté, ce son avait une autre dimension. Elle comprit pourquoi Jean-Luc avait gardé cette voiture 40 ans sous une bâche plutôt que de s'en séparer. On ne se sépare pas facilement de ce qui vous a fait comprendre quelque chose. Serge Delaunay arriva le soir même. Il avait dû apprendre que la voiture était presque terminée. Les nouvelles circulaient info vite. Elles avaient toujours circulé vite dans ce village. Il entra dans le garage sans attendre qu'on l'y invite, regarda l'Alpine avec les yeux de quelqu'un qui fait un calcul et posa son offre sur la table sans préambule. 85 000 €. En liquide. Maintenant, avant l'exposition.
Il dit que les concours d'élégance étaient brisqués, que le marché des voitures anciennes était volatile, qu'une mauvaise journée à Lyon pouvait décevoir et qu'une voiture déçue perdait de sa valeur symbolique dans les cercles qui comptaient. Il dit tout ça raisonnablement, sans élever la voix. Héloïse l'écouta jusqu'au bout, puis elle lui dit de partir. Pas poliment cette fois, pas avec le ménagement des premières rencontres. Elle lui dit de prendre sa veste et de sortir de ce garage, et quelque chose dans sa façon de le dire fit qu'il n'insista pas. Il ramassa sa veste, traversa le garage et s'en alla sans se retourner. Rex ne leva même pas la tête. Ce soir-là, Héloïse défit les sangles du dossier du siège conducteur pour poser la garniture neuve. Le tissu était épais et la fixation résistait dans l'angle inférieur. Elle glissa les doigts derrière le dossier pour libérer la pâte métallique et ses doigts trouvèrent autre chose. Une feuille de papier, pliée en 4, glissée entre le dossier et le cadre métallique. Elle la sortit avec précaution. Le papier était fin, jauni, plié depuis longtemps. L'écriture était celle du carnet, mais plus lente, plus appliquée, comme quelqu'un qui choisit chaque mot. Si un jour quelqu'un de la famille finit ce travail, qu'il sache que cette voiture n'est pas à vendre. Elle est à vivre. Et si Marcel est encore là, ramenez-la lui. Il comprendra. Héloïse resta immobile, la feuille dans les mains, le garage silencieux autour d'elle. Jean-Luc avait écrit ça pour elle. Pas pour elle en particulier, il ne pouvait pas savoir que ce serait elle. Mais pour quelqu'un de la famille qui aurait le courage de finir. Et c'était elle. Elle plia la feuille avec soin, la glissa dans le carnet bleu entre les 2 dernières pages et regarda l'Alpine dans la lumière de la lampe. Le lendemain matin, elle appela Marcel pour lui dire qu'il serait à Lyon. Héloïse chargea l'Alpine sur la remorque la veille au soir, avec l'aide d'Antoine et d'Hélène qui étaient venus sans qu'on les appelle, comme les gens le font quand ils savent que quelque chose mérite d'être accompagné. La voiture monta sur la remorque doucement. Les sangles furent posées avec soin. Et quand tout fut fixé, les 3 restèrent un moment à la regarder sans parler. Bleue dans la lumière du soir, compacte et précise, elle avait l'air de quelque chose qui a attendu longtemps et qui sait enfin où il va. Hélène serra Héloïse dans ses bras sans prévenir, rapidement, et repartit vers sa voiture sans se retourner. Le lendemain matin, avant 5 heures, Héloïse prit la route vers le nord avec Rex à l'arrière de la Peugeot et l'Alpine derrière. Le ciel de Provence était encore noir au départ, puis il vira au gris, puis au rose pâle au-dessus des collines du Luberon. Et la lumière grandit lentement pendant qu'elle roulait. Elle ne mit pas la radio. Marcel l'attendait à l'entrée du parc d'exposition, seul, en costume gris clair, une écharpe blanche nouée avec soin. Il avait dû arriver tôt, peut-être très tôt. Quand il vit la remorque approcher, il se redressa de cette façon qu'ont certaines personnes âgées quand quelque chose les traverse, une façon de reprendre de la hauteur que les années leur avaient apprise. Il aida Héloïse à descendre l'Alpine de la remorque avec des gestes précis, assurés, comme si ses mains se souvenaient de choses que le reste de son corps avait oubliées. Quand la voiture fut sur le sol du parc, il fit un pas en arrière et la regarda. Il dit, très bas, « Jean-Luc aurait été content, c'est tout ce qu'il dit. » Ils entrèrent dans le concours. Le parc d'exposition du Confluent était déjà peuplé de machines extraordinaires. Des Jaguar type E couleur ivoire, des Ferrari des années 60 au rouge profond, des Porsche 356 patinés par les courses, une Talbot Lago dont les courbes semblaient avoir été sculptées plutôt que construites. Des gens en manteau clair se déplaçaient entre les voitures avec la lenteur des amateurs sérieux, ceux qui regardent vraiment. L'Alpine fut placée dans la section voitures de compétition française. Héloïse la regarda de loin après l'avoir positionnée. Dans ce contexte, entourée de machines légendaires, elle n'avait pas l'air petite. Elle avait l'air juste. Ce bleu métallisé profond captait la lumière du parc différemment selon l'angle, et les lignes de la carrosserie, que 5 mois de travail avaient rendues à leur intention d'origine, parlaient à quiconque savait écouter ce langage. Les gens s'arrêtèrent. Les connaisseurs d'abord, ceux qui reconnaissent une berlinette de 1973 à sa silhouette avant d'avoir lu le cartel. Ils s'approchaient, se penchaient, examinèrent les détails de la restauration avec des regards précis et peu de mots. Plusieurs demandèrent telle histoire.
Marcel répondait, debout à côté de la voiture, avec une patience et une fierté tranquille que rien n'avait l'air de fatiguer. Rex restait assis près du pare-choc avant, les oreilles levées, observant les inconnus avec une indulgence royale. C'est en milieu d'après-midi qu'un homme s'approcha différemment des autres. Il avait la soixantaine, discret dans sa façon de se tenir, un manteau bleu marine. Il regarda l'Alpine longuement, fit le tour sans rien toucher, s'arrêta sur les détails de la restauration avec l'œil de quelqu'un qui sait ce qu'une telle chose coûte en temps et en savoir. Puis il s'adressa à Héloïse directement, en français, avec un accent suisse léger. Il se présenta Heinrich Kellner, collectionneur. Zurich. Il dit qu'il cherchait depuis plusieurs années une A110 de compétition documentée, avec une histoire vérifiable. Il dit que ce qu'il voyait ici était exceptionnel. Il dit un chiffre, 380 000 euros, avec le calme de quelqu'un qui a réfléchi avant de parler. Et il ajouta, sans qu'Héloïse ait posé la question, que la voiture resterait en Europe, qu'il la prêtait régulièrement au musée et au concours, qu'elle continuerait à être vue. Il attendit. Héloïse ne répondit pas tout de suite. Elle regarda l'Alpine. Elle revit le garage de novembre, la bâche, Rex qui grattait. Elle revit le carnet bleu sur l'établi, les nuits à lire l'écriture de Jean-Luc, les matins avec Hélène, les mains dans le moteur, la première fois que le bloc avait rugi dans le froid du garage. Elle entendit, pas vraiment avec les oreilles, la phrase de la feuille cachée dans le dossier. Elle est à vivre. Et vivre, comprit-elle, ce n'était pas garder. Vivre, c'était faire quelque chose de ce qu'on vous a donné. C'était que le travail de Jean-Luc continue d'exister dans le monde, qu'il soit vu, qu'il soit présent dans des endroits où des gens qui comprennent ces choses puissent s'arrêter devant lui. C'était aussi, pour elle, pouvoir construire la suite. Elle dit oui à Kellner. Marcel, à côté d'elle, prit sa main un bref instant et la serra sans rien dire. Les mois qui suivirent turent la forme que prennent les choses quand on sait enfin ce qu'on fait. Héloïse trouva un bâtiment à Manosque, pas loin du centre, avec une grande baie vitrée sur la rue et un atelier de plain-pied derrière. Elle le prit en location, l'aménagea avec méthode, accrocha les outils au mur dans l'ordre qu'elle avait appris à reconnaître comme le sien. Le premier client arriva avant même qu'elle ait posé l'enseigne. Rex dormait près des voitures en chantier, comme il avait toujours dormi près des choses qui comptaient. Marcel venait le dimanche matin avec sa Citroën Bordeaux et ses chaussures cirées, et ils buvèrent le café assis sur des tabourets d'atelier en parlant de mécanique et d'autres choses. Au mur, encadré, il y avait une photographie. Deux jeunes hommes en combinaison de course, bras dessus, bras dessous, devant une Alpine bleue. Ils souriaient tôt de ce sourire qu'on a quand on vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Au dos, une écriture penchée à droite. Jean-Luc et Marcel. Rallye Monte-Carlo, 1974.